Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom de l'équipe Pax Médical, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je suis Benjamin Tison, donc conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Pax Médical. Avant, euh, avant toute chose, je voulais vous représenter un petit peu ce qu'est finalement Pax Médical et pourquoi on a décidé de créer ce groupement-là. Parce qu'en fait, trop souvent, on a rencontré des clients médecins, professions libérales qui avaient des conseils indépendants les uns des autres. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'un côté un très bon expert comptable, un très bon avocat, un très bon conseiller en protection sociale ou gestion de patrimoine, mais que finalement tous ces conseils étaient délivrés un petit peu indépendamment et qu'il n'y avait pas vraiment une cohérence dans le conseil. Et donc c'est toute la genèse de Pax. Je vous présente rapidement l'équipe, mais chaque premier rendez-vous est fait par Christian Delagne, qui est notre coordinateur, et qui lui, justement, lors de ce premier rendez-vous-là, va déterminer avec vous vos objectifs et besoins, et donc vous rediriger vers les spécialistes du groupement. Et dans ces spécialistes, on a Easy Galetti, qui est notre spécialiste protection sociale, Isor Bouvier, qui est avec nous aujourd'hui et qui se présentera juste après, qui est notre avocate spécialisée en droit de la santé, Arthur Kaufmann, qui est notre expert comptable, et moi-même sur la gestion et l'ingénierie patrimoniale. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui revient souvent en rendez-vous ou lors de nos rencontres, c'est comment optimiser finalement la trésorerie de la selle. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et Arthur, je vais te passer la parole. Bonjour à tous, enchanté, Arthur Kaufmann. Alors, bon, on s'était dit que pour faire un tour d'horizon sur comment placer la trésorerie d'une salle, c'était très intéressant de commencer par les grands principes comptables pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment finalement on tient une comptabilité. Alors, de façon liminaire, on ne va pas vous embêter en rentrant dans le détail comptable, mais quelles sont les incidences d'un régime fiscal sur la comptabilité. Si je passe en société, parce que certains d'entre vous sont peut-être en exercice individuel, si je passe en société, quelles sont les règles à respecter? Et après, il y a quelques opérations qu'on peut voir en apportant, par exemple, sa société à une holding qui permet, par exemple, de vendre la société à soi-même, de générer de la trésorerie et de replacer sa trésorerie à côté. Et puis, Benjamin verra avec vous par la suite quels sont concrètement les placements disponibles ou ce qui peut être intéressant ou pas. Alors, au niveau de l'impact du régime fiscal sur la comptabilité, vous avez grosso modo deux gros régimes. Il y a un premier régime quand on commence et qu'on n'a pas créé de société, on est en exercice individuel. Donc, on est imposé à l'impôt sur le revenu sur le bénéfice de l'activité. On vient également payer des cotisations sociales, même si je ne l'ai pas indiqué. Donc, grosso modo, je gagne 1 euro. Je viens payer mes cotisations sociales sur la base d'1 euro et je viens payer mon impôt sur le revenu sur la base d'1 euro. Dans l'exercice individuel, il y a deux régimes. Il y a un régime micro, ça c'est tout au début quand on commence ou pendant les 2 premières années, où on a un régime ce qu'on appelle micro. Quand on réalise en dessous de 77 700 de chiffre d'affaires, on a un abattement forfaitaire. On n'est pas astreint vraiment à tenir une comptabilité, mais c'est le régime de base. Ensuite, on passe en déclaration contrôlée, ou au régime réel. Là, on a une comptabilité avec les recettes et dépenses au réel. Et là, quel est l'impact sur la comptabilité? C'est qu'on a une comptabilité dite de trésorerie. Donc, on enregistre les mouvements lorsqu'ils génèrent un flux de trésorerie. Donc, pour pouvoir placer de la trésorerie par la suite, là, c'est assez facile puisqu'on n'a pas de notion de dette ou de notion de créance. Le créance, c'est par exemple les impayés des patients. Les dettes, ce sont l'impôt sur les sociétés. Bon, là, on n'en a pas puisqu'on est en exercice individuel. Ça peut être les salaires des salariés, mais on n'a pas une dette. On sait juste qu'on doit payer tous les mois les salariés. Donc là, c'est assez facile de regarder finalement quel est mon besoin de trésorerie, quelle est ma trésorerie disponible ou excédentaire que je peux éventuellement placer. Pour faire le parallèle ici sur les placements, on verra sur le slide suivant, mais ici, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Je reviens juste sur le précédent. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose de placer sur... Ah, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de placer sur la société parce qu'on vient payer des cotisations sociales sur le bénéfice. Les impôts, on les a déjà payés, donc autant le placer à titre personnel, ce qui peut être beaucoup plus intéressant. Le deuxième régime fiscal qu'on a, c'est l'exercice en société. Donc on peut, l'exercice en société, c'est quoi? C'est
au début, donc, on est en exercice individuel, on apporte son exercice individuel à une société, et on sera imposé donc à l'impôt sur les sociétés sur une partie du bénéfice, et une fois qu'on se le distribue, on sera imposé à l'impôt sur le revenu pour les salaires, parce qu'on vient se verser des salaires, on vient se verser des dividendes, donc les dividendes, il y a une partie qui est soumise à flat tax, donc 30%, une partie qui est soumise à cotisation sociale. Donc on vient créer donc deux formes de sociétés disponibles, une seule arme, une seule as. Et quel est l'impact sur la comptabilité? C'est qu'on passe d'une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d'engagement. Donc on constate finalement en comptabilité non plus les mouvements à partir du moment où ils sont encaissés ou décaissés, mais à partir du moment où ils sont engagés. Donc vous avez vu un patient, il ne vous a pas encore réglé la consultation, on a une créance, même si généralement il l'appelle tout de suite après. Vous pouvez avoir de l'impayé. On doit les salaires aux salariés en fin de mois, vous ne les avez pas encore réglés, on vient constater une dette. Donc on a une notion recette, enfin plutôt créance et dette. Et là, il faut pouvoir estimer, avant de placer la trésorerie, il faut pouvoir estimer les besoins de l'activité. Donc la différence entre les créances, c'est de l'argent mobilisé, c'est le stock que vous avez acheté, qu'on n'a pas encore écoulé. Ce sont les créances clients, donc les créances des patients, ce sont donc les patients qui vous ont éventuellement pas réglé les séances. Donc là, on constate un impayé. Donc ça, c'est de l'argent mobilisé, qui sont par à côté financés par les dettes, l'impôt sur les sociétés, les dettes vis-à-vis des salariés, les dettes vis-à-vis de vos fournisseurs que vous n'avez pas encore réglés. Donc il faut pouvoir estimer le montant de trésorerie dont j'ai besoin pour faire fonctionner l'activité. Cela, il faut le laisser sur l'activité. Et toute la trésorerie excédentaire, finalement, on pourra décider de le placer. C'était schématiquement... bon, c'est mon premier webinaire et je trouve ça un petit peu déroutant de ne pas avoir de questions en cours de route. Et si vous avez des questions, on a toujours un chat à droite où vous pouvez poser vos questions par écrit. N'hésitez pas à en poser, on pourra vous répondre au fil de l'eau, ce qui est beaucoup plus sympathique que de répondre à la fin. Et ensuite, on a un deuxième slide qui est l'impact du régime fiscal sur la gestion de trésorerie. Donc sur l'exercice individuel, on a une confusion de patrimoine entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, ce qui fait que schématiquement, on peut siphonner toute la trésorerie tant qu'il y en a, sauf qu'on doit en conserver pour payer ses échéances, donc l'URSSAF, les salariés, les loyers. Donc là, il s'agit simplement d'estimer combien je vais décaisser tous les mois, et la différence, je peux le prendre pour le placer. Et ce que je disais juste avant, c'est que le produit des placements, quand on place sur l'exercice individuel, sont soumis à cotisation sociale. Donc, il est tout simplement préférable de le placer à titre personnel. Donc, si vous ouvrez un compte à terme, par exemple, ça ne sert à rien d'en ouvrir un sur le cabinet. Faites-le plutôt à titre personnel à côté. Et ensuite, on a un exercice en société. Là, j'ai indiqué prudence, parce qu'il faut être un tout petit peu plus prudent quand on exerce en société que quand on exerce à titre individuel. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine personnel d'un côté et un patrimoine professionnel de l'autre, qui sont séparés. On a l'interdiction d'avoir un compte courant débiteur. Un compte courant, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez apporté à la société, moins tout ce que vous avez retiré. Donc là, le compte courant débiteur, c'est lorsqu'on a des retraits de fonds qui deviennent supérieurs aux apports de fonds. Et là, on n'a pas le droit. C'est considéré comme étant une rémunération déguisée et on vient payer des impôts là-dessus. Donc, le premier point de vigilance, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer toute la trésorerie qu'on souhaite pour le placer à titre personnel. Il y a quand même quelques limites. Donc, qu'est-ce qu'un compte courant? C'est constituer des apports. Donc, quand vous créez, quand vous apportez votre exercice individuel à une société, on peut venir apporter cette activité et dégager éventuellement un compte courant. Ça dépend des modalités d'apport. On peut aussi également avoir tous les dividendes qu'on a décidé de se distribuer, mais qu'on n'a pas encore distribués, ce qui sont inscrits dans le compte courant. Là, il y a un petit point intéressant en termes de gestion, c'est que les comptes courants sont rémunérés à 5,75, qui était le taux au 31 décembre, et sont indirectement imposés à 5%. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va payer 30% d'impôts de flat tax, et d'autre côté, on vient économiser 25% d'impôts sur les sociétés. Et par contre, ce n'est pas un enrichissement de la société, c'est un appauvrissement de la société, puisque la trésorerie, on ne l'a pas placée. Donc si éventuellement vous voulez placer la trésorerie sur la société, ça permet de se dire, je me sers moins de rémunération, j'ai un peu plus de trésorerie, et la trésorerie, je me la distribue peut-être sous forme de rémunération des comptes courants, et de l'autre côté, on peut la placer sur la société. C'est un exemple de placement qu'on peut avoir. Dans l'exercice en société, on a l'obligation de se servir une rémunération, donc en salaire ou en dividende, pour pouvoir retirer les fonds. On a également une contrainte, mais Isor y reviendra un peu plus tard,
c'est qu'on ne peut pas avoir des revenus de placement qui deviennent supérieurs aux revenus d'activité. Donc ça, il faut être vigilant aussi si on décide à un moment de se dire j'ai suffisamment de trésorerie accumulée, je réduis drastiquement mon activité et je vis un peu des intérêts de mes placements. Donc là, il y a une limite. Et la dernière limite, c'est ce qu'on a évoqué avant, c'est la notion de besoin en fonds de roulement. Donc la différence entre les créances qui mobilisent de l'argent et les dettes qui viennent créer de l'argent, puisque le temps qu'on ne les paye pas, on l'a en trésorerie. Donc il faut pouvoir garder ce niveau de trésorerie avant de pouvoir investir. Et j'ai un dernier slide qui montre plutôt l'intérêt de la SEL, dans le sens où on peut également avoir notre société d'exploitation qu'on a vu juste avant, qui est une SELARL ou une SELAS, et apporter son activité à une holding. Ça doit être vu dans un schéma un peu d'ensemble. Pourquoi? Parce que si on crée juste une holding pour ne rien en faire, ça ne sert absolument à rien. Mais on peut créer une holding pour se dire, donc il y a un régime de faveur sur les dividendes, mais pour se dire, j'accumule ma trésorerie au niveau de la holding, je ne paye pas mon impôt sur le revenu, je paye au niveau de la trésorerie que j'ai mis sur la holding, je n'ai payé que mon impôt sur les sociétés en bas et une petite quote-part pour pouvoir remonter la trésorerie en haut. Et ça permet de se dire, j'ai la trésorerie qui s'accumule dans ma holding, je la place le temps de pouvoir avoir suffisamment de trésorerie, et ensuite, j'achète les murs de mon activité. Ce qui peut être une solution de se dire, je détiens les murs dans ma holding. Le gros intérêt là-dedans, c'est que en étant, par exemple, simplement en société, en ayant sorti toute la trésorerie, on aura payé l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales à taux fort. Donc on a un apport qui se réduit au fil de l'eau puisqu'on a payé pas mal d'impositions. Alors que là, on accumule de la trésorerie en ayant payé un tout petit peu de fiscalité, ce qui permet d'avoir un apport plus conséquent pour pouvoir acheter ces murs. Ou une autre opération qu'on peut envisager avec une holding, c'est une vente à soi-même finalement. On vend sa société d'exploitation, donc le praticien vend sa société d'exploitation à la holding, il dégage de la trésorerie, donc finalement c'est la patientèle qui est vendue de la société d'exploitation à la holding, et le fait qu'on peut dégager de la trésorerie, ça permet de faire des projets personnels, ça permet de placer éventuellement la trésorerie. Bon, il y a un bout de fiscalité qu'on paye au passage, et c'est l'activité future où les dividendes que génère la société et que la société d'exploitation reverse à la holding qui permettent de rembourser le prêt. Donc grosso modo, ça permet de récupérer tout de suite de la trésorerie et de payer un prêt sur quelques années. Je vois que Pierre a peut-être une question, donc je vais le laisser finir de rédiger. Alors, SPFPL et SMHF, même schéma dans l'idée, mais la SMHF est beaucoup plus réduite parce alors, il y a une grosse notion d'abus de droit. L'abus de droit, c'est quoi? C'est que quand on crée un régime uniquement pour détourner de la trésorerie, les impôts voient ça comme un détournement et vont se dire c'est un motif, c'est un montage qui n'a que pour but d'éviter l'impôt, je redresse. La SMHF, c'est quoi? C'est qu'on peut détenir une participation minoritaire de la société d'exploitation dans une SMHF, 5-10% de participation, mais on ne peut pas non plus remonter énormément de trésorerie dans cette SMHF. Là-dessus, je compléterai moi sur le volet juridique où il y a beaucoup de contraintes sur la SMHF qui ne sont pas du tout les mêmes que sur la SPFPL. Voilà. En gros, SPFPL, je n'ai le droit que de détenir mon patrimoine professionnel, donc ma société dans laquelle je travaille. Je peux détenir les murs dans lesquels je travaille. Par contre, faire de l'immobilier à côté, on ne peut pas, ou de façon très très minoritaire, ce qui fait que ça enlève complètement l'impact de la chose. SMHF, théoriquement, on peut en faire, mais on reste sur l'aspect théorique, puisque finalement, j'ai une participation que minoritaire dans ma société d'exploitation, donc je peux remonter qu'un tout petit peu de résultats, ce qui fait que je peux, mais il faudra de nombreuses années avant que ça puisse générer de la trésorerie qui permette de réinvestir. Bon, je laisserai Isor vous revenir sur ce point-là. Je vois que Thomas a aussi peut-être une question. On va attendre la fin de la rédaction. Alors là, on peut, en fait, la question de on peut ou pas, il faut l'aborder au cas par cas.
Et je pense que Isor pourra peut-être vous revenir là-dessus et ça sera peut-être un peu plus clair quand. Peut-être que sur ces questions, ouais, voilà, on les prendra une fois que j'aurai fait la présentation juridique, parce qu'il y a sans doute des aspects qui vont se recouper. Et on sait que les professionnels de santé sont souvent pleins d'interrogations sur les structurations avec des holdings qui ne sont pas des SPFPL et qui ont moins de contraintes sur le papier pour prendre des participations dans leur selle. Donc, c'est des questions qu'on a l'habitude de traiter et sur lesquelles je vais revenir de manière plus détaillée pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de ce qu'on peut faire ou ne pas faire d'un point de vue juridique, ce qui a nécessairement du coup un impact sur les possibilités comptables et fiscales et l'utilisation de ce type de structure. Arthur, je te laisse terminer du coup. Alors, j'ai terminé sur le projet. Donc, les deux gros impacts. Donc, soit je suis en exercice individuel, j'ai plus de largesse sur la gestion de ma trésorerie, soit je suis en société, et là, il faut être un tout petit peu plus prudent. Il y a des projets qu'on peut faire, mais il faut être un peu plus prudent sur la gestion de trésorerie. Voilà pour la partie comptable. Parfait, merci Arthur. Je prends la main juste avant qu'on passe sur les enveloppes et du coup sur toutes les solutions de placement de trésorerie, donc vraiment la thématique précise du webinaire, mais où on arrive en entonnoir avec l'intérêt de constituer une SEL et tout ce que vous pouvez en faire. Moi, je fais la transition avec tout ce que vous allez pouvoir faire sur l'optimisation de la trésorerie de la société d'exercice sur le volet contraintes juridiques, parce que comme vous le savez, il y en a pas mal. Donc, je vais être relativement rapide parce que l'idée de ce webinaire n'étant pas de vous faire peur avec toutes les contraintes qui peuvent exister, mais plutôt de vous ouvrir des portes sur les solutions qu'on peut vous apporter. Comme le disait Arthur, le cadre général sur les sociétés d'exercice libéral, l'objet de cette structure, c'est vraiment l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de kiné, enfin selon la profession de santé que vous exercez. C'est une société qui est immatriculée au greffe du tribunal de commerce, donc qui fonctionne comme une société lambda, mais qui a la contrainte majeure d'être également inscrite au tableau de l'ordre professionnel auquel vous êtes rattaché. Et de ce fait, l'ordre des professionnels de santé qui vous concerne a un vrai pouvoir de regard sur ce qui se passe dans votre structure et vous avez une réglementation hyper contraignante qui s'applique à tous les professionnels libéraux avec une application selon le type d'activité que vous avez. Donc pour les avocats, c'est plus souple que pour les médecins, par exemple. Il y a eu une réforme dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez fait quelques recherches sur Google. Initialement, les sociétés d'exercice libéral étaient réglementées par une loi qui datait des années 90. Il y a eu une vraie volonté du gouvernement de libéraliser ces structures pour permettre à des investisseurs de venir prendre des participations et du coup rendre les SEL plus attractives et plus concurrentielles par rapport à ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays de l'Union européenne. Au moment où du coup la réforme a été engagée, les ordres professionnels et notamment ceux des médecins et des chirurgiens dentistes sont vraiment montés au créneau à faire un lobbying hyper fort pour dire la financiarisation c'est mal, y compris quand c'est de la financiarisation en interne, c'est-à-dire un médecin qui va créer lui-même sa société commerciale, qui va venir investir dans sa SEL pour faire remonter de l'argent avec sans doute moins de charges sociales qui seront facturées dessus. Et donc, du coup, l'ordonnance qu'il y a eu en 2023 qui a réformé le régime des SEL, elle est en demi-teinte parce que c'est beaucoup de reprises de la réglementation antérieure. On attend des nouveaux décrets qui devaient être publiés en septembre dernier et qui n'ont toujours pas été pris parce que ce lobbying persiste. Et donc, il y a vraiment deux opinions divergentes qui s'opposent et pour l'instant, personne ne veut trancher. Donc, il y a des structures, typiquement les structures de biologie médicale, de radiologie, d'anapath, de radiothérapie, médecine nucléaire, qui sont des structures dans lesquelles on voit beaucoup d'investisseurs extérieurs qui ont investi, certaines qui se font radier par l'ordre des professionnels des médecins, en considérant que ces prises de participation sont contraires à l'indépendance professionnelle, etc. Là, nous, dans ce webinaire, on est plutôt sur la structuration où vous ne vous adossez pas à un investisseur extérieur, vous êtes dans votre société d'exercice libéral qui est unipersonnelle ou pluripersonnelle, avec vraiment une volonté d'optimiser pour vos revenus professionnels mais personnels, en étant juste entre vous, entre professionnels de santé. Donc, vous êtes dans des structures qui sont un peu moins sous les radars du Conseil de l'ordre des médecins ou du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, kinés, etc. Néanmoins, les ordres professionnels n'aiment pas qu'il y ait de l'argent, en gros. Enfin, ils aiment bien qu'il y ait de l'argent qui revienne vers eux, mais pas que les professionnels de santé travaillent pour gagner beaucoup d'argent.
Je caricature, mais c'est plus ou moins l'impression qu'on peut avoir parfois. Donc, il y a deux grands modèles qui se dessinent quand vous décidez d'avoir une holding qui, du coup, comme l'expliquait Arthur, vous permet de ne pas être fiscalisé et chargé sur l'intégralité des bénéfices que vous générez. C'est la SPFPL, ou comme Arthur l'a rappelé, l'objet de cette société, c'est vraiment de faire uniquement de l'investissement professionnel. Donc, ça a un intérêt si vous avez un plateau technique qui est coûteux, si vous voulez acheter des locaux professionnels. En revanche, vous êtes chirurgien, vous consultez dans une clinique, vous n'avez pas de local de consultation en dehors de l'établissement de santé. La SPFPL, ça va présenter assez peu d'intérêt parce que vous n'allez pas vous acheter vous-même votre bloc opératoire, ni aller acheter une partie de la clinique sur les murs en tout cas. Cette SPFPL, l'avantage, si vous avez des investissements pro à faire, c'est que par contre, elle peut détenir quasiment 100% du capital de la SEL, donc vous pouvez faire remonter une part significative des bénéfices de la structure dans cette holding. À l'inverse, la société micro-holding familiale, donc SMHF, qui est un acronyme qu'on retrouve beaucoup sur Internet, mais qui ne correspond à rien juridiquement, c'est une société commerciale qui va venir prendre une participation dans la SEL, et cette société commerciale, elle n'est pas du tout soumise à la réglementation et au contrôle de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes, etc. Et elle, du coup, son objet social, ça va pouvoir être de prendre des participations dans des startups, d'aller acheter un chalet à Megève, de prendre des participations dans des SCI, peu importe. Mais pour que cette société puisse être au capital de votre SEL et que du coup vous ayez un intéressement à faire remonter des revenus de votre SEL dans cette holding pour les faire redescendre dans des investissements personnels, il faut non seulement que votre ordre professionnel ait autorisé ce type de prise de participation, c'est le cas aujourd'hui pour les médecins, mais pas pour les dentistes par exemple. Et donc pour les dentistes, il n'y a juste pas de possibilité de le faire, c'est interdit. Pour les médecins, ce qu'on a beaucoup vu, comme il y a une limitation de la prise de participation à 25%, on a beaucoup de structures, notamment chez les radiologues ou les anapathes, où il y a eu des créations d'actions de préférence qui permettent en gros de dire, bah, certes, ma micro-holding, elle a que 25% du capital de ma société d'exercice, mais de fait, grâce aux actions de préférence, je récupère 99% des revenus et des droits économiques de la structure si j'ai envie. Ça, c'est un montage qui a été validé par les ordres professionnels, qui est un peu remis en cause aujourd'hui. Et il y a par ailleurs des vraies questions d'opportunité comptable et fiscale de mettre en place ce type de montage avec une société micro-holding familiale. Donc, ce n'est pas parce que c'est possible juridiquement que ça veut dire qu'il faut absolument le faire. Il n'y a pas d'argent magique. Vous avez quand même des charges et de la fiscalité qui se pratiquent sur les flux financiers qui peuvent y avoir. Donc, la micro-holding familiale, oui, pour certains professionnels de santé, mais il faut étudier au cas par cas avec votre expert comptable si c'est vraiment opportun de le mettre en place et savoir qu'actuellement, en l'état du droit applicable qui est un peu mouvant, certains ordres professionnels acceptent ce type de structuration et d'autres sont assez réticents et vont vous demander plein d'informations sur cette micro-holding, quel est son objet social, qui va être associé dedans, ils vont temporiser le fait que vous ayez créé des actions de préférence, etc. Donc, ça peut être un chemin de croix de constituer ce type de structure. Donc, il faut vraiment être sûr de l'opportunité monétaire de faire ce type de montage. Si vous ne constituez pas une holding, ou en tout cas vous ne voyez pas la holding comme la seule solution d'optimisation de la trésorerie, vous avez la possibilité, comme le disait Arthur et comme va le détailler Benjamin juste après, d'utiliser la trésorerie qui est disponible dans votre société d'exercice libéral quand vous arrivez à un niveau de revenu, de bénéfice qui est supérieur aux revenus dont vous avez besoin de vous verser tous les mois, ce qui est heureusement pour vous relativement souvent le cas chez les professionnels de santé, en tout cas chez les médecins et les chirurgiens dentistes. Vous avez une partie de cette trésorerie que vous allez pouvoir placer, même si ce n'est pas expressément permis par la réglementation, tant que vous êtes dans une sorte d'activité annexe, enfin accessoire, en tout cas dans votre société d'exercice libéral, c'est-à-dire que les revenus que vous allez tirer de ces placements n'excèdent pas du tout les revenus que vous tirez de votre activité médicale. Il n'est pas question que vous deveniez un rentier juste par les placements que vous faites avec votre société d'exercice libéral. Vous avez des techniques d'ingénierie de placement que Benjamin va vous détailler, qui vous permettent de ne pas avoir juste des caisses de société d'exercice libéral qui sont pleines à ras-bord et dont vous ne pouvez rien faire. Benjamin, je te laisse la main là-dessus. Je rajouterai juste un tout petit point avant. Oui. Sur les dividendes, il y avait une grosse question à savoir est-ce qu'on soumet les dividendes qu'on verse de la société fille à la SPFPL aux cotisations sociales. Il y a une petite réponse ministérielle il y a quelques mois qui vient valider le schéma et qui rappelle à toutes les caisses de retraite que non, on reste dans une forme sociale où les dividendes ne sont pas soumis à cotisations sociales. Donc c'est quand même une réponse qui vient verrouiller un peu le schéma et qui évite de se dire en fait je remonte des dividendes mais sont-ils soumis à cotisation sociale ou pas. Il y avait un grand flou jusqu'à présent. Voilà, c'était le seul point. Merci Arthur. Merci Zor. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais tâcher de faire
rapide et concis. On va, avant toute chose, effectivement, au sein de Pax Médical, on n'est pas rattaché à une société de gestion ou à un assureur. Dans l'idée, quand on vient bâtir des stratégies d'optimisation de trésorerie, on travaille en architecture ouverte, ce qui fait qu'on va pouvoir aller vraiment faire du sur-mesure. On va faire d'abord un laïus sur les enveloppes et ensuite les stratégies en tant que telles qu'on peut mettre au sein de ces enveloppes. Petite introduction sur l'épargne bancaire finalement, sur laquelle nous, on va pas intervenir. Hein, j'entends livret bancaire et dépôt à terme notamment. Petit focus sur les dépôts à terme. Il y a eu un fort attrait dessus sur ces dernières années, étant donné l'augmentation des taux d'intérêt. Toutefois, voilà, aujourd'hui, quand on ouvre un nouveau dépôt à terme, on arrive péniblement à aller chercher un rendement autour de 2-3% brut, ce qui finalement rend ces dispositifs beaucoup moins attrayants. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de dire, bah, OK, j'ai profité de ces dépôts à terme, bah, ils arrivent justement à leur terme, bah, comment je fais pour renouveler ça et vers quoi je bascule cette épargne-là. Et du coup, il y a deux grosses enveloppes qui sont disponibles quand on parle de trésorerie. La première, c'est le compte titre personne morale. Pour faire très très simple et pour me focaliser là-dessus, effectivement, on va parler de la fiscalité. Deux choses. On est fiscalisé à l'IS, mais uniquement quand on valide le gain. Je m'explique. Je vais sur une stratégie A dans mon compte titre. Cette stratégie arrive à son terme, elle donne le rendement. C'est à ce moment-là, effectivement, que je vais être imposé à l'IS. D'accord? Imaginons que mon placement au sein de mon compte titre dure 1 an. Au bout de 6 mois, si je suis en positif, les plus ne sont pas à déclarer. D'accord? Pourquoi je fais cette précision? Parce que on est dans le cadre d'une société, donc on doit tenir une comptabilité. Et donc chaque année, on doit faire les plus, les moins. Et imaginons qu'au moment de mon bilan, effectivement, le fonds dans lequel je suis, dans mon compte titre, n'est pas arrivé à échéance. Eh bien, s'il est en positif, ça ne va pas me faire de l'IS en plus, d'accord? Parce que c'est une plus-value dite latente. En revanche, si c'est en négatif, parce que ça peut arriver aussi des fois en cours de route, cette plus-value doit être reportée dans le bilan. Alors, ça peut avoir deux effets, un positif, un négatif. L'effet positif, c'est dans le cas où effectivement, on paye beaucoup d'IS et donc ça vient nous l'alléger. En revanche, le cas négatif, ça peut être, si en parallèle j'ai un achat immobilier à faire, etc., et que je dois solidifier mon bilan, ça peut venir l'affaiblir. Toutefois, et c'est toute l'ADN de Pâques, c'est que bien évidemment qu'on ne conseille jamais de placer toute la trésorerie déjà en général, et puis même l'idée c'est vraiment de diversifier, et on va voir ça juste après. Il y a une autre enveloppe qui existe, qui est un peu moins privilégiée ces derniers temps, c'est le contrat de capitalisation. Lui, ce qu'il faut retenir, point de vue fiscal, c'est que, in fine, quoi qu'il arrive, ce sera de l'IS aussi, mais contrairement au compte titre où l'impôt sur la société, je le paye à la fin finalement, ici, on va avoir une provision qui va être prise chaque année. Et cette provision, elle est en fonction du TME, le taux moyen d'emprunt des États. Et aujourd'hui, on est supérieur à 3. Donc en fait, ça peut avoir un réel impact finalement sur le placement en tant que tel, parce que finalement, que le placement fasse du plus ou du moins, eh bien, on va être taxé de cette provision chaque année. Alors, une fois que le contrat de capitalisation, on le retire et on retire les fonds, la plus-value est taxée à l'IS. Bien évidemment, on retire toutes les provisions qu'il y a eu. Mais ça peut avoir un fort impact, surtout quand le taux moyen d'emprunt d'État est élevé, parce qu'effectivement, les provisions peuvent être costauds, entre guillemets, passez-moi l'expression, et donc ça peut vraiment impacter, pour le coup, le placement en tant que tel. N'hésitez pas s'il y a des questions. Maintenant qu'on a vu les enveloppes, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans? Comme je vous le disais, on travaille en architecture ouverte, et donc il y a une multitude de solutions qui peuvent être disponibles. Cette slide fait un peu peur, elle est très colorée, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, nous, le maître mot, c'est la diversification. Et en fait, cette slide-là, elle nous montre que année après année, c'est jamais la même classe d'actifs qui surperforme. Vous voyez, c'est jamais les mêmes couleurs qui sont tout en haut. Et donc, d'où l'importance de venir diversifier du coup ces placements et d'avoir quelque chose d'équilibré et qui surtout répondre aux objectifs du client. Alors, vous l'aurez compris, l'objectif, en tout cas, c'est pas la façon dont on aborde les choses. On n'aborde pas la façon
enfin, les choses d'une façon approche produit entre guillemets, mais je vais vous citer quelques exemples. Là, vous avez l'ensemble des solutions qui sont possibles quand on parle de placement de trésorerie, hein, et vous l'aurez compris, on peut investir dans tout parce qu'effectivement, on a une palette de solutions qui est très large. Je vais me focaliser sur quelques-unes de ces solutions-là. La première, ce sont les fonds structurés qui vont nous permettre d'aller capter un rendement intéressant tout en maîtrisant la prise de risque. Ici, par exemple, c'est un fonds qu'on a lancé il n'y a pas longtemps où le capital est complètement garanti et on va pouvoir aller chercher un rendement de 7% annuel. D'accord? Ici, on joue la baisse des taux. On joue la baisse des taux et le fonctionnement est simple, c'est qu'aujourd'hui, les taux 10 ans, ils sont à peu près à 2,60 et on dit que bah voilà, chaque année, on va faire un point et dès lors qu'ils passent en dessous de 2,20, on sort et on valide un gain de 7% par année. Donc ça, c'est un premier exemple de fonds structurés qui existe et celui-là, vraisemblablement qu'au bout de 1 ou 2 ans, vu la conjoncture actuelle, il sera sorti, on aura validé le gain. Autre classe d'actifs qui a le vent en poupe, c'est le private equity. Là, l'idée, c'est d'investir dans du non-coté, des sociétés qui ne sont pas cotées et donc qui ont un potentiel de croissance qui est très intéressant. C'est la classe d'actifs qui performe le plus sur le long terme. Hein. Long terme, j'entends 10 ans. Là, on est quand même sur un placement long terme. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'en 10 ans, on fait x2, x2,5. Donc une belle perspective de rendement aussi sur cette classe-là qui est très appréciée des investisseurs. Et enfin, et ça on en entend beaucoup parler aussi, des ETF, des fonds trackers, on appelle ça, où en fait c'est des fonds qui viennent répliquer un indice. Et là aussi, on trouve super intéressant d'aller sur ce type de fonds parce que trop souvent, on constate qu'effectivement, au sein des sociétés de gestion, les fonds subissent beaucoup de frais de gestion et qui donc impactent directement le rendement. L'avantage d'un ETF, c'est qu'on est sur une gestion dite passive. Donc en fait, on vient répliquer un indice, CAC 40, Eurostock 50 là par exemple, Nasdaq qui est la capitalisation américaine. Donc on vient répliquer un indice et comme on réplique juste ce que fait un indice, finalement il n'y a pas de gestion et donc il n'y a pas de frais de gestion. L'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de gestion, en cas de secousse, on ne peut pas couvrir le portefeuille, on est vraiment exposé. Raison pour laquelle nous, sur cette partie-là, on conseille d'investir périodiquement. Ça peut être mensuellement, trimestriellement, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire des versements périodiques. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on vient capter des points d'entrée différents et donc faire un prix moyen d'achat. Et c'est ce qui va permettre, sur le long terme, d'aller chercher un rendement intéressant. Donc, vous l'aurez compris, là, j'ai essayé de structurer ça de façon, j'allais dire, en termes d'horizon de placement. Les fonds structurés correspondent à un horizon de placement entre 1, 2, 3 ans. Private equity, ETF, on est sur des horizons 8-10 ans. Et donc voilà. Effectivement, après tout ce qu'a dit, tout ce qu'on dit Isor et Arthur, il y a quand même des possibilités de faire fructifier cette trésorerie et ces outils-là permettent de le faire et on se ferait un plaisir de vous accompagner sur ces différents sujets. Voilà, on a terminé. Je crois que Thomas a une petite question. Il est en train de... Ah oui, exactement. Je viens de voir ça. Voilà, justement, c'est le temps des questions, donc c'est très bien. Donc c'est vrai que si vous avez quelques questions liées à cette présentation, on est disponible. On reste aussi disponible par la suite. C'est vrai que c'est toujours un petit peu déroutant de dérouler une présentation sans pouvoir échanger directement avec les participants. Ah, pourquoi les banques sont incapables de nous proposer ces solutions? Très bonne question, parce que c'est pas leur métier. Non, je rigole. En fait, les banques vont pouvoir proposer ces solutions-là. Toutefois, et c'est vrai que je me suis pas présenté, mais moi avant j'étais en banque privée pour le coup, donc je connais bien leur fonctionnement. La banque déjà, son premier métier, c'est de faire du prêt. C'est de faire du prêt, et donc c'est en faisant du prêt qu'elle lève des liquidités, et donc elle peut placer ses liquidités. Donc c'est pas vraiment son premier métier. Et l'autre chose qu'a une banque, l'inconvénient, c'est qu'il y a un biais. Il y a un biais parce que la banque va proposer des solutions de son assureur et de sa société de gestion, très souvent. Et donc, ce type de solution qu'on bâtit, nous, sur mesure, effectivement, c'est la raison pour laquelle on va pouvoir les faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a une réelle différence entre les solutions proposées par les banques et par nous au sein de Pax Médical.
parce qu'effectivement, nous, c'est notre métier premier, quoi, pour le coup, et on n'a pas, et en tout cas pour ma partie, la partie gestion de patrimoine et optimisation de trésorerie, là, pour le coup, euh, on a une proximité avec tous les gérants et toutes les sociétés de gestion qui fait qu'on va pouvoir vous sortir des solutions sur mesure comme ça. Ah, Isor, c'est une question pour toi, je pense, de Alizé. Alors, je regarde votre question. Je suis désolée, je suis sur mon téléphone, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de Alors, plus précis. J'ai vu que c'était une question sur les actions je de peux te la poser. préférence. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Possible des salariés et des associés obligatoirement. Alors, quand vous avez des actions de préférence, c'est uniquement quand vous êtes dans des sociétés d'exercice libéral, vous n'avez pas d'intéressement possible pour les salariés, comme ça peut être le cas dans des cliniques ou dans des structures, quelles qu'elles soient, qui salarient des professionnels de santé ou autres. Donc les actions de préférence, elles vont nécessairement être détenues par des associés. Les associés dans une société d'exercice libéral, c'est essentiellement des médecins qui exercent dans la structure. Et le mécanisme des actions de préférence, il fonctionne uniquement si vous êtes en CELAS. Donc en CELAR, ça ne marche pas, mais si vous êtes actuellement en CELAR, il suffit, entre guillemets, il suffit de transformer votre CELAR en CELAS, ce qui nécessite du coup de faire une modification des statuts qui doit être validée par l'ordre des professionnels de santé et déposée au greffe. Et en fait, dans les statuts, du coup, vous allez définir ce à quoi donnent droit ces actions de préférence. Ça peut être des droits de vote supplémentaires, ça peut être des droits aux dividendes en priorité. Donc, si finalement, il n'y a que 50 000 euros de bénéfices distribuables à la fin de l'année, c'est cet associé qui détient les actions de préférence qui va venir les capter plutôt qu'une répartition en proportion de la détention capitalistique. Ou ça peut être, et c'est le montage qu'on voit vraiment, c'est celui qui est utilisé systématiquement dans les structures de radiologues, d'anapath, de bio, quand il y a un associé investisseur. Vous allez avoir des actions de préférence qui font qu'on est dans les clous de la réglementation. L'associé extérieur, donc la société commerciale, la holding, détient que 25% des droits de vote et du capital social de la structure. Donc, ça veut dire qu'elle est minoritaire dans les décisions de l'Assemblée générale. En revanche, ces actions, comme c'est des actions dites de préférence et qu'on les a définies comme telles dans les statuts, elles permettent de capter, selon ce qu'on a prévu dans les statuts, 75%, 80%, 95% des droits économiques de la société. Donc, les droits économiques, ça va être les dividendes, mais ça va être aussi la valeur du fonds. Si à un moment vous décidez de vendre vos titres dans la SEL, si vous avez des actions de préférence, en fait, elles vont avoir plus de valeur quand vous allez les céder que si vous avez des actions ordinaires qui ne valent pas grand-chose et où dans ces structures, votre rémunération quand vous êtes associé, vous pouvez même la prévoir au titre d'un contrat d'exercice libéral qui va être conclu entre chacun des médecins et la société d'exercice libéral. Vous pouvez avoir des structures où les médecins ou les kinés, parce que pour le coup, pour les dentistes, ça marche pas. Vous pouvez avoir seulement une action sur 3 millions dans la CELAS. Du coup, comme vous n'êtes pas rémunéré grâce aux dividendes, sinon vous auriez quasiment rien à la fin de l'année, vous avez un contrat d'exercice qui prévoit votre rémunération. Isor, il y a après, on va répondre à la question de Thomas, mais effectivement, Alizé pose la question, du coup, est-ce qu'il n'y a pas de flat tax de 30% avec les actions de préférence? Pas du tout. Là-dessus, c'est plutôt Arthur qui peut répondre. Oui, alors il y a la flat tax, c'est sur le versement des dividendes. L'action de préférence, c'est sur le droit qu'on a lié à l'action. On a une action ordinaire, par exemple, j'ai une part, je me verse un dividende, j'ai le droit à un dividende relatif à une part. Je paye de la flat tax à 30%. J'ai une action de préférence qui dit que j'ai le droit à 2 fois le dividende, j'ai le droit à 2 fois le dividende, mais je paye toujours ma fiscalité à 30%. Il n'y a pas d'incidence là-dessus. D'un côté, c'est le droit au dividende qui peut être majoré ou pas, ou d'autres droits annexes. Et de l'autre côté, la fiscalité, elle est scalée, peu importe si on a une action de préférence ou une action classique. Pour répondre à la question sur l'arbitrage entre la rémunération, le salaire et le dividende, il y a un intérêt. Prends l'exemple d'une selle, on peut se verser 5% en tant que rémunération de gérant. Ce n'est pas imposé de la même façon que 95% du reste de la rémunération, qui n'est pas non plus imposé de la même façon que l'aspect dividende. Et en réalité, on remarque que la rémunération est déductible du résultat, et le fait de panacher des dividendes et du salaire, on vient réduire un peu l'aspect social, les cotisations sociales, et augmenter un peu l'aspect fiscal. Et en fait, on vient jouer sur des seuils qui fait que globalement, je me verse 100% de salaire, 100% de dividendes. Bon, je cotise pas pour la retraite, je cotise pas non plus pour la sécurité sociale. Je me verse 100% de salaire, je cotise à tout au global, et je panache salaire-dividende, je joue sur les effets seuil et ainsi de suite, et on remarque que dans l'ensemble, on a un peu plus dans la poche et un peu moins d'imposition quand on panache un peu l'ensemble que quand on est juste dans l'un ou juste dans l'autre.
Bon, ça dépend de seuil et ainsi de suite, quoi. Mais c'est dans l'idée. Alors, les dividendes, par exemple, si vous êtes en SARL, donc en SELARL, vous avez une fraction des dividendes dans la limite de 10% des capitaux propres qui sera soumis à flat tax. Donc, flat tax, c'est 12,8 d'impôt sur revenu, 17,2 de charges sociales. Et la fraction qui excède sera toujours soumise au 12,8 d'impôt sur revenu, mais à la CARMF, par exemple, pour l'URSSAF et la CARMF, pour la fraction qui excède. Donc en fait, on panache un petit peu toutes ces solutions. On a un bout des dividendes qui n'est pas soumis aux charges sociales, enfin, quand j'appelle charges sociales, les charges que vous entendez, l'URSSAF, la CARMF, il y a un bout des dividendes qui est soumis. Et le fait de panacher un petit peu tous ces effets seuil un peu à droite à gauche, on gagne un tout petit peu plus quand on fait salaire-dividende que quand on fait juste du dividende ou juste du salaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Visiblement, oui. Voilà. Je vous donne un exemple. On s'est monté un fichier, on a passé pas mal de temps là-dessus avec un solver. Le solver, c'est résoudre une équation à inconnu. L'inconnu, c'est le montant de salaire qu'on se distribue, et l'équation, c'est maximiser le revenu que j'ai dans la poche. Et donc, en fait, en fonction de l'enveloppe de rémunération que vous avez, l'enveloppe de rémunération, c'est quoi? C'est vous avez payé toutes vos charges, c'est votre bénéfice, avant tout ce que vous payez comme cotisation sociale pour vous ou salaire pour vous. Là, on est en l'enveloppe de rémunération, et quand on rentre l'enveloppe de rémunération, on cherche l'optimum entre les salaires, les dividendes, les revenus de gérance pour pouvoir minimiser l'impôt et avoir le plus dans la poche possible. Donc, en fait, avec l'enveloppe de rémunération, on vous dit il faut prendre tant de salaires, tant de dividendes, et globalement, vous gagnez un peu mieux. C'est une question pour Isor. Peut-on faire une convention de trésorerie pour sortir de l'argent avec moins de fiscalité? En fait, la difficulté de la convention de trésorerie, ça recoupe ce qu'Arthur disait tout à l'heure. C'est tout dépend dans quelle mesure vous utilisez cette convention de trésorerie. Si vous prévoyez qu'il y a une détention capitalistique de votre holding vers votre SEL, où la holding elle détient seulement 5% du capital, mais que grâce à la convention de trésorerie, tout remonte dans la holding, non, ça c'est pas possible. À partir de toi, Arthur, oui, bien sûr. En fait, pour répondre à la question de Oui. Thomas Martin, en fait, chez Pax, on fonctionne, on a une étiquette commune Pax Médical, mais après, on reste des professionnels indépendants avec chacun des lettres de mission et des conditions d'intervention qui sont différentes. Et c'est vraiment à la carte. Pour certaines opérations, ça a vraiment du sens qu'on puisse tous être mobilisés autour de vous parce que ça évite une déperdition d'informations, typiquement sur la mise en place comme ça d'un montage, là où on réfléchirait pour un praticien en particulier sur la base de la société d'exercice libéral qu'il a déjà, sur l'opportunité de créer une holding, SPFPL ou autre, et qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup de ce qui reste dans la trésorerie, dans la SEL. Vous êtes tout à fait libre d'aller choisir un expert comptable d'un côté, un avocat de l'autre, un gestionnaire patrimoine de l'autre, de prendre l'un d'entre nous ou pas. C'est juste que nous, l'avantage, c'est qu'on a l'habitude de travailler tous ensemble, et donc on communique, si vous êtes d'accord, évidemment, sur toutes les informations que vous donnez à chacun d'entre nous pour pouvoir vous apporter une réponse la plus complète possible sans que vous vous retrouviez dans une situation où vous avez l'avocat qui dit « Ah, je sais pas, il faudrait voir avec l'expert comptable. » L'expert comptable, il dit « Je sais pas, peut-être qu'il y a des techniques de gestion de patrimoine qui existent, mais je les connais pas. » Là, voilà, c'est une offre globale. Après, selon la mission dont vous avez besoin, ça peut être des missions hyper ponctuelles ou, comme vous le demandez, c'est une forme d'audit de votre situation actuelle et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Vous pouvez aussi avoir des missions pérennes qui s'étendent sur X années parce que vous avez besoin d'un suivi comptable sur votre structure ou d'un accompagnement sur l'optimisation de votre trésorerie en disant, bah voilà, moi je laisse les clés, ça m'intéresse pas de m'occuper de ça, je veux juste que ça marche bien. Tout est envisageable. Et pour la question précisément sur le partage salaire-dividende qu'on a, c'est ce qu'on fait généralement en fin d'année au niveau de la compta en se disant est-ce que vous avez besoin déjà de tout prendre ou est-ce que vous laissez une partie sur la société? Quelle est l'enveloppe que vous voulez prendre? Et en fonction de l'enveloppe que vous voulez prendre, on arbitre salaire-dividende, revenu de gérance et voilà l'optimum sur l'enveloppe. Et l'enveloppe est évolutive chaque année puisque vous ne faites pas non plus le même bénéfice chaque année et ça peut être un peu fluctuant. Donc on fait l'enveloppe au fil de l'eau chaque année. Ok. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, mais en tout cas, on reste tous disponibles. Vous pouvez nous joindre sans problème. Vous pouvez aussi nous Exactement. contacter via Pax Médical sur le site pour discuter avec Christian qui pourra peut-être vous rerouter vers l'un ou l'autre
en fonction de votre besoin. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et je pense pour Benjamin et Isor aussi de pouvoir vous présenter ce thème. Et on espère Exactement. vous retrouver peut-être prochainement pour une autre présentation sur un autre thème. Merci Arthur pour ce mot de la fin, effectivement. Tout est dit. Plaisir partagé. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.